Hello, bienvenue sur Prospect. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui intéressent beaucoup les entreprises en ce moment. Un, comment réussir sa stratégie up-market, c'est-à-dire d'aller chercher des comptes plus gros, exemple mid-market et enterprise. Et deux, comment limiter le churn sur son portefeuille client et mieux développer ses comptes existants. Alors, ce ne sont pas des sujets nouveaux, mais je pense aujourd'hui que l'up-market et la rétention sont deux leviers pour garantir la croissance de son entreprise. Alors pour en parler, j'ai invité Diala Keita qui est Head of Sales chez Ringover. Il y a 7 mois, son périmètre s'est élargi. Il a récupéré toute l'équipe account exécutif et vente directe. Un de ses principaux sujets a été de réussir le virage mid-market et enterprise et donc de construire une organisation commerciale qui accompagne cette ambition. Il m'a partagé comment ils se sont pris, ce qui a fonctionné, ce qu'il a dû changer en cours de route pour réussir. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Diala, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bah, écoute, très bien. Très heureuse de t'avoir sur le podcast Prospect. Aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter pour qu'on puisse aborder un virage que vous avez opéré chez Ringover, qui est de cibler maintenant le mid-market et l'enterprise. C'est un sujet qui Exactement. intéresse beaucoup de monde. Mm. Toi, tu as repris le scope, toute l'équipe account exécutif et la vente directe chez Ringover depuis à peu près 7 mois. Est-ce que C'est tu peux ça. d'ailleurs nous donner un petit peu, nous planter le décor? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de changer et d'up market tout simplement? Ouais, ouais, pas de souci. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'écoute assez régulièrement ton podcast. J'ai des amis qui sont passés, donc Ouais, c'est cool de passer. Euh, En gros, Ringover, on existe depuis 2018 et l'ADN de la boîte à la base, c'est d'équiper des petites boîtes, des petites équipes de 5, 10, 20 personnes sur la partie sales, sur la partie support. Euh, c'est des équipes en fait qui avaient des besoins de se lancer dans la téléphonie cloud et des besoins assez rapides pour se lancer assez rapidement. Euh, sur ce sujet, en fait, on était très bon et on l'est toujours d'ailleurs. Euh, mais ce qu'on a observé, c'est que nos propres clients, ils grandissaient et ils grandissaient en même temps que nous. Et des boîtes en fait qu'on avait signées à l'époque de 10 personnes, 20, 30 personnes, elles se retrouvaient à 80, donc elles avaient des besoins 80, 100, 150. Elles avaient des besoins différents. Il y avait des besoins qui évoluaient avec des fonctionnalités différentes, intégration CRM, de l'IA, le coaching, etc., etc. Euh, et donc en fait c'est un peu le point de départ de notre évolution. Euh, OK. Ensuite, on a eu également entre guillemets une fenêtre en fait sur le marché. Il y avait beaucoup de gros comptes qui étaient équipés de solutions entre guillemets vieillissantes et qui voulaient migrer vers le cloud, mais elles hésitaient parce que il n'y avait pas vraiment d'acteurs sur le marché, elles restaient avec leurs solutions vieillissantes et c'était des acteurs assez reconnus et elles se rassuraient grâce à ça. Donc on s'est dit qu'il y avait également une opportunité de marché sur ce sujet et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on change un peu notre stratégie d'entreprise pour aller chercher des entreprises encore plus grandes. OK, très bien. Du coup, généralement, quand on fait ce virage-là, on fait face notamment à un problème de perception, Ouais, notamment par rapport à la cible qu'on veut attaquer, qui va nous voir comme un produit, qui est fait pour justement les petites boîtes, surtout quand vous aviez quand même un branding assez fort. Du coup, souvent pour des grandes boîtes, tu peux dire: «Ouais, OK, c'est pas une boîte qui est calibrée pour nous, on a de trop grosses équipes, donc on va pas y aller». Comment justement, vous avez réussi à contourner ça? Je crois que vous avez, construit une offre un peu d'accompagnement sur mesure. Est-ce que tu peux en ouais, dire plus? ouais. En fait, sur ce sujet, quand tu veux faire de l'upmarket, tu veux monter en gamme, souvent, en fait, le piège, entre guillemets, c'est de vouloir tout changer. Tu veux changer en même temps le marketing, le produit, le discours commercial, la gestion des événements, etc. Et en plus de ça, moi, en tant que head of sales, j'ai pas la main sur tous ces sujets. Ouais. Euh, donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on s'est pas mal appuyé sur nos clients existants. Même si c'est vrai qu'à la base, notre ADN, c'était plutôt d'équiper des petites équipes. On a quand même des très belles références, AXA ou autres, des très gros clients chez nous. Donc, on s'est pas mal appuyé sur leur use case et on a essayé de mettre en place une stratégie. L'idée, c'était de s'appuyer sur plusieurs leviers
Bien sûr, il y avait un levier qui était lié à l'offre, le packaging de l'offre, la, également s'assurer qu'on avait une proposition claire, crédible par rapport au mid-market ou à l'enterprise. Ensuite, le discours également, le discours commercial, le pitch. Avant, on était plutôt sur un discours, on est une solution plug and play, c'était simple, c'était rapide, beaucoup de ventes transactionnelles entre guillemets. Donc, il Ouais. fallait changer l'approche avec une vente beaucoup plus consultative, et on s'est formé, on a fait appel à des personnes en externe pour se former sur le sujet. Euh, Également toute la partie relation client, Ouais. c'est pas du tout la même approche sur la partie CSM, enfin care au global, CSM, support. On a recruté des équipes, on s'est aussi pareil, on s'est formé, et on a enfin on a géré les choses un peu différemment avec des stratégies différentes sur ces sujets. Et en fait tout ça, ça nous a permis entre guillemets, ça a pris un peu de temps. La réalité c'est que ça a pris un peu de temps, mais ça nous a permis d'y voir un peu plus clair et de voir d'améliorer le produit, d'améliorer le support, d'améliorer le discours commercial, etc., etc. Et ça nous a permis d'aller approcher des cibles beaucoup plus, enfin des cibles mid-market et ensuite enterprise. Mais comme je te disais, ça prend du temps. Il y a aussi une adoption en interne, enfin un état d'esprit qu'il faut changer. Donc c'est compliqué. Même l'image qu'on a en externe également, tout, toute la partie branding, etc. qu'il faut changer. Mais on y est arrivé. Même si voilà, c'est étape par étape, mais on arrive au bout là. OK, c'est super intéressant parce qu'en fait, effectivement, ce que tu es en train de pointer, c'est qu'en réalité, on peut avoir un blocage quand on veut essayer d'aller, sur une Ouais, cible un peu plus, différente et plus high level, où on va se dire, ouais, il faut qu'en fait, tu l'as dit, tout change et en fait, on peut avoir un espèce de paradoxe entre ton branding et ta marque qui est oui, vue comme, boîte à start-up normalement, si je dois faire, ouais, c'est ça. voilà, Oui, à du coup, à une boîte qui peut, bah, équiper, une boîte comme Auchan ou une boîte comme AXA et cetera. oui, Hem, Justement, en fait, sur la partie discours commercial, tu as parlé de vente consultatif. C'est quoi les 3 gros changements qu'il y a eu en fonction de, enfin, plutôt, par rapport, en fait, à ton pitch que tu as pu avoir avant? ouais. Euh, Bah déjà, ouais, sur la partie, comme je te dis, historiquement, sur les petits comptes, on avait pas mal de traction, beaucoup de leads entrants, etc. Donc il y a vraiment un sujet de vélocité, et il y avait beaucoup de ventes transactionnelles. Ouais, du coup, en Euh, fait, one call closing, je te pitch c'est mon ça, truc, je t'envoie un devis, tu le signes et c'est OK, quoi. c'est OK. ça. En plus de ça, quand on a vraiment commencé enfin quand la boîte a commencé à aller chercher des comptes un tout petit peu plus gros, qui a eu des belles signatures. Moi, j'étais pas encore dans la boîte, mais on va dire en 2022, enfin 2021, 2022, 2023, il y avait aussi c'est là où c'était compliqué parce qu'il y avait une traction du marché avec le Covid, etc., etc. Et les belles signatures qu'on faisait, je dis pas qu'elles étaient pas liées aux sales, ils étaient bons, pas de souci, ça marchait Ah ouais, bien. on s'est compris, j'avais une boîte à ce Mais moment-là voilà, dans le virtuel, voilà, effectivement, c'était la situation qui vendait plus ton exactement, produit que la performance de exactement, tes commerciaux, quoi. Mmh. exactement. On avait une vraie traction, il y avait une vraie traction sur le marché. Donc Bah, déjà, c'est comme Zoom, tous ces outils-là, exactement. enfin voilà, effectivement. Exactement. Donc déjà sur la partie commerciale, il a fallu faire prendre conscience de ça. Ça déjà c'est la première étape. Chez les anciens, etc., les anciens commerciaux qui étaient là, leur faire comprendre que oui effectivement vous avez eu des belles signatures, vous êtes parti chercher des beaux comptes, vous avez bien fait votre travail. Pour certains, il y avait vous maîtrisiez la vente consultative, mais qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Euh, donc, on a pris le parti de se former avec des intervenants externes qui avaient connu en fait justement ces changements. Donc, il y a le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que sur notre marché, quand tu vas faire de l'upmarket, il y a des sujets de technicité, des sujets, ouais, pas purement commerciaux, mais tu as des interlocuteurs un peu différents. Tu vas commencer à travailler avec les DSI, il faut avoir une approche héroïste, tu vas parler de sécurité, d'architecture, etc.
Donc, on a aussi renforcé en fait tous les sales en fait sur ces sujets-là. La tech s'est renforcée sur ces sujets-là et par ruissellement, ça a eu un impact également chez les sales en termes de formation. On les a formés sur ces sujets. On a fait aussi un gros travail sur la concurrence pour comprendre aussi qu'on n'avait plus les mêmes concurrents, des concurrents complètement différents, plus gros que nous, avec un état d'esprit pas du tout start-up, etc. Donc c'était vraiment un gros travail également sur ce sujet. Et également sur les cycles de vente. On est sur des cycles de vente plus importants, avec plusieurs décideurs. Il y a un travail de mapping de compte important à faire. Donc en fait, tout ça, c'est des choses qu'on a travaillé sur le long terme et ça nous a permis d'avoir un discours beaucoup plus adapté au marché, de pouvoir expliquer notre produit, de comprendre les pains d'un grand compte, de gérer également le multi-interlocuteur, etc., etc. Ok. Comment tu fais toi en fait dans cette situation-là pour te dire ok là il faut que je retrouve ou que j'arrive à comprendre les nouveaux standards d'un bon cycle de vente chez Ringover parce qu'effectivement j'imagine qu'il y a eu une tendance tu parlais tout à l'heure de vente transactionnelle il y a eu Mm. des cycles beaucoup plus longs et donc du coup tu sais pas si ces cycles-là ils sont longs c'est parce que vous êtes en formation ou si c'est parce que bah, ces cycles-là sont de 3 mois ou de 6 mois ou plus. Euh, comment t'as essayé de est-ce que t'as mis combien de temps en fait pour comprendre un petit peu c'est quoi les patterns du coup et le cycle de vente quand il dépasse 4 mois c'était j'en sais rien si c'est 4 mois mais tu m'as comprise. Ça veut dire que bah, là le commercial peut-être qu'il a des sujets d'accélération de la prise de décision à l'inverse il y a peut-être des choses qu'on n'arrive pas à, à voir. On arrive à Mm. être bon sur tel compte et moins bon sur tel compte parce que sur tel compte, finalement, on a 2 interlocuteurs, sur d'autres, on se retrouve avec 7. Est-ce que, à quel moment tu as réussi en fait ça a mis beaucoup de temps ou pas et quels sont les critères en fait qui te permettent de te dire ok là on est bon on y arrive quoi on a fini par y arriver quoi. Ouais. Euh, en fait, ouais, effectivement, enfin, question, c'est hyper intéressant. Euh, Déjà, on s'est quand même appuyé sur l'historique. Comme je te dis, effectivement, on avait une base de clients plutôt small business, mais on avait également quelques références sur le mid-market, sur l'enterprise, et on s'est pas mal appuyé sur le sujet. Ce qui était bien en fait chez Ringover, quand moi je suis arrivé, il y avait des sales, Sophie, Farouk, etc., Joseph, qui étaient là depuis longtemps, c'est eux qui ont signé les grosses références. Ils ont quand même travaillé sur ces cycles des ventes, ils avaient l'expérience, donc ils ont aussi pu transmettre en fait Ok. tout ce qu'ils savaient sur les différents secteurs, etc. Donc il y a eu un gros travail par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pas mal documenté également sur le marché, sur nos concurrents également, on a pas mal interrogé nos prospects, nos clients sur les cycles de vente qu'ils rencontraient auprès de nos concurrents. Donc il y a eu aussi un deuxième travail par rapport à ça. Et après, on s'est aussi appuyé sur une méthodologie. Nous, par exemple, on utilise le Médic. Ouais. Et ça nous a permis en fait de structurer un peu la vente, structurer les différentes étapes de la vente et d'avoir une certaine visibilité sur la temporalité, sur combien de temps doit durer un cycle de vente, à quel moment on doit se poser des questions ou pas, à quel moment on doit accélérer ou pas par rapport à la typologie du compte. Ok, ouais. Bah, très intéressant, du coup, effectivement, une phase Mm. de benchmark, aussi également de voir dans le rétroviseur ce qui s'est passé avec vos anciens qui ont déjà signé des anciens comptes et de la méthode, donc une méthode de vente. Avant ça, vous aviez une méthode de vente, c'est toi qui as instauré la méthode de vente, parce qu'il y a souvent ceux qui disent il n'y a pas besoin de méthode, etc. Mm. En quoi, justement, cette méthode, elle vous permet, en fait, en tout cas, de réussir ce que vous êtes en train de faire, de market. Bah, en fait, déjà, ça nous a permis, entre guillemets, bon, j'aime pas trop le mot, mais un peu d'industrialiser les pratiques. Ouais. D'avoir un référentiel de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire. Et en plus de ça, la méthode de vote, elle se transcrit également dans les outils, dans le Ouais. CRM, etc. En fait, ça a été vraiment quelque chose de positif chez nous, surtout
par rapport à l'upmarket. Et c'est également des méthodologies qu'on prend également sur le small business, parce que c'est pas parce qu'un deal est petit qu'il n'y a pas des complexités, il n'y a pas des pains précises, etc. Bien sûr, il y a des deals où ça va très vite, mais c'est vraiment pas tous les deals, c'est pas la taille du deal qui fait ça. Euh, Ça a été, on a changé, pour être tout à fait transparent, on a changé plusieurs fois euh, de méthodologie parce que il y a un moment, on n'était pas non plus sur des cibles qu'on voulait aller chercher, etc. Mais là, je pense qu'on a trouvé la bonne, celle qui correspond aussi à la culture de la boîte, qui correspond aux choses qu'on a mis en place, aux sales qu'il y a, au management. Donc, voilà. Ok, hyper intéressant parce qu'effectivement, ça permet de dire, en fait, il n'y a pas une méthode qui est la meilleure. Il y a en fait des Ouais, méthodes qui sont adaptées plus ou moins au profil, à la boîte, à la culture, etc. Ok, là, on a parlé pas mal de market. C'est un gros challenge pour beaucoup de boîtes. exact. C'est pas évident. Il y a un deuxième levier aussi également que tu as activé, toi de ton côté, c'est ok, je reprends l'équipe, je dois faire en sorte d'aller chercher de plus grosses boîtes, donc forcément des plus gros paniers pour assurer une croissance, mais aussi également de travailler sur le churn. On en parle Mm, beaucoup moins du churn exact. parce qu'on a l'impression que c'est un peu le sujet des CAM et c'est pas notre sujet en termes de sales. Toi, en fait, les commerciaux que tu avais, c'est un peu la particularité et j'insiste là-dessus, c'est que tu les as pas choisis. T'es venu en fait sur le périmètre et en fait tu dois tout avoir une phase d'adaptation. Tes commerciaux étaient plus orientés en fait chasse. Ouais. Et pour eux, en fait, le churn, c'était un sujet, ok, c'est pas le nôtre, quoi. Mm, Comment tu as fait pour faire bouger cette posture-là? Et comment tu ouais. réussis à créer en fait de la responsabilité sans que ça ressemble un peu à un espèce de recadrage ou de sanction, quoi, tu vois? Ouais. Euh, En fait, c'est un sujet assez complexe en réalité. Je pense que moi j'en ai parlé avec beaucoup de head of sales, de responsables commerciaux, enfin plusieurs fois. C'est souvent en fait ce qui se passe, le réflexe d'un commercial dans la tech, dans le SaaS, c'est je close. Moi, mon objectif c'est de closer. Et Ouais. après, c'est le problème du CSM, c'est le problème du care, etc. La rétention, c'est pas moi. Moi, mon objectif, c'est de signer. Effectivement, son objectif, c'est de signer, mais la réalité, c'est que très souvent, le churn, enfin, pour moi, c'est un sujet d'entreprise. Le churn, en fait, il commence dès le premier mail que tu envoies, dès le premier call que tu vas faire. Il y a des churns qui, en réalité, étaient prévisibles au vu de la vente qui a été faite. Tu as vendu des choses, tu promets des choses qui, en réalité, on peut pas faire. Tu vas parler de la roadmap, tu vas parler d'accompagnement irréaliste sur des petits contrats, le client il va être mal qualifié, etc., etc. Bref, l'idée c'est que c'est vraiment un sujet d'entreprise et donc un sujet sales. Déjà le premier sujet c'est que en réalité tu peux faire autant d'acquisitions que tu veux. Si le taux de churn il est trop élevé, ça va forcément avoir une conséquence sur toi à un moment ou un autre. La conséquence que ça va avoir, c'est que la boîte, elle va pas avoir la trajectoire qu'elle veut. Il y aura potentiellement des problèmes liés à la rentabilité, des problèmes liés au cash, et par ruissellement, à un moment ou un autre, tu seras aussi victime de cette situation. Euh, oui, sur le sujet du churn, un des éléments également enfin, un des axes de réflexion qu'on a eu sur ce sujet, je reviens sur ce que je disais avant, c'est toute la stratégie d'upmarket. On sait que plus on va aller chercher des comptes importants, moins le risque de churn est fort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté. C'est un des éléments qui va nous permettre de lutter contre le churn. Le deuxième élément, excuse-moi, c'est que on a et ça c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a réfléchi. Enfin, c'est vraiment une réflexion d'entreprise. Il y a une nouvelle CISO qui est arrivée et elle a mis en place une équipe AM qu'on n'avait pas avant, account manager. Avant, on avait toute la partie sales, inbound, outbound et la partie care, CSM qui était séparée. Et là, l'idée en fait, c'était de
donner un peu plus de bande passante au CSM et de se focaliser sur les gros comptes qu'on avait, les gros clients. Euh, et pour ça, en fait, on a construit une équipe AM. L'équipe AM, en fait, son objectif, ça va être de faire de l'expansion, bien sûr, mais aussi de gérer tous les sujets de downsell, de rétention, et de permettre aussi d'avoir une continuité au niveau des correspondances, au niveau des contacts avec les clients. Ça a eu un impact assez important sur le churn. Il est il est beaucoup mieux maîtrisé aujourd'hui grâce aux équipes AM. Et comme je te disais, c'est une équipe qui est globale en fait. C'est Ringover, elle est gérée par Eleazar. C'est une équipe. Il y a des AM en France, en Espagne, au UK, etc. Et il y a une stratégie vraiment globale sur le sujet. Ça a eu un effet hyper positif sur le churn. OK, et vous avez un objectif en fait, de la même manière que vous avez un objectif commercial, est-ce que vous avez un Ouais, objectif, de churn en gros, faut pas dépasser 20 exactement. 15? OK, Exactement. Il y a un objectif de churn, enfin un objectif de rétention OK, et un objectif également d'expansion sur les comptes. OK, et l'expansion, c'est une équipe à part entière, c'est pas forcément les account, Si, les c'est account les account exécutifs? managers et OK, une partie des CSM. Moi, OK, l'équipe que je gère, la vente directe, les AM, on est plutôt sur des sujets d'acquisition pure. On va garder les comptes pendant un an. Donc, on va s'occuper également de l'expansion pendant un an. Et ensuite, c'est redistribué à l'équipe AM qui gère les OK. comptes directement. Du coup, tu dis que ça a bien marché. Est-ce que toi, tu as dû mettre en place des choses concrètes pour faire en sorte que la passation se fasse bien? On sait très bien que, en fait, un churn, ça peut être effectivement une mauvaise vente, Ouais. mais ça peut être aussi également une mauvaise passation et après ça peut être une un mauvais delivery, mais a priori, c'est pas votre cas. Du coup, est-ce que tu as dû mettre en place des choses, justement pour faire en sorte que sa Ouais, passation se passe bien? ouais, en fait, on a travaillé ensemble avec le CARE, avec Eleazar sur la partie AM pour améliorer la passation. T'as raison, en fait, il y avait pas mal de friction. Comme je te disais, nous, nos sales, ils sont objectivés sur l'acquisition qu'ils vont faire. À partir du moment où ils ont plus le compte, bah forcément, comme tu connais les sales, comme ils ont plus, il y a plus d'enjeux financiers pour eux. Forcément, le traitement du compte est un peu différent. Donc en fait, l'idée c'était d'améliorer toute cette phase-là via des kick-offs, via des points réguliers entre les équipes, entre les CSM, les AM et également les sales. L'idée c'était de se dire que la passation, enfin, faut que ça soit fluide pour le client, qu'il n'y ait pas de différence, que le traitement qu'il ait également n'ait pas de différence et qu'il n'y a pas d'incidence sur sa satisfaction. OK, et justement, en fait, tu m'avais parlé, en fait, en off du binôme account manager et CSM. J'en parle parce que c'est souvent une Mm. problématique, aussi également chez les clients que j'accompagne, où je vois qu'à chaque fois, ils font souvent ce choix. On prend une équipe CSM, oui, mais en fait, elle est trop care, elle est pas assez salesy, Ouais, donc on va prendre une équipe AM et on arrête les CSM, puis après on revient sur les CSM et en fait, au final, on va dire que la bonne réponse, souvent des boîtes où ça fonctionne bien, la partie rétention, c'est les 2 pour un ouais. objectif différent. Mais comment en fait effectivement, parce que ce qui peut, faire peur d'aller, sur ce chemin-là, c'est d'éviter un peu la confusion côté client sur qui est mon interlocuteur, quoi? Avec Ouais. qui je parle, de mes problèmes, avec qui je parle des, des futures, évolutions que je vais avoir et de comment je voudrais être mieux équipé, quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment un binôme. Ce qu'il faut changer dans ce cas de figure, c'est vraiment l'état d'esprit des différentes équipes. Nous, le parti pris, c'était de se dire les AM, les CSM, les AE. En fait, on fait partie en réalité d'une seule équipe. C'est l'équipe revenu. L'objectif a été tourné vers le revenu. Donc, ça a généré pas mal de modifications, surtout sur la partie CSM par rapport au KPI qui était, qu'on traquait. On a changé ça, on les a beaucoup plus orientés revenus. Et l'idée, c'était vraiment de leur dire, oui, votre objectif, c'est bien sûr la satisfaction client, c'est de faire que les clients restent, soient contents de rester chez nous. Mais c'est également de faire de l'expansion, c'est également de faire de l'upsell, c'est également de les accompagner dans leur croissance potentielle. Et ça, en fait, il y a eu un gros travail qui a été fait par Eleazar et par la responsable des CSM pour accorder tout ça. Ça, c'est plutôt une partie moi, j'ai participé à ce sujet-là, mais c'est plutôt eux, en fait, qui ont pris le lead sur ce sujet parce que
c'était lié à souvent sur des comptes qui avaient plus de 12 mois, etc. Donc plutôt sur cette partie-là, c'est plutôt eux qui ont pris ce sujet, mais aujourd'hui ça marche très bien. Et comment tu maintiens justement l'intérêt de l'équipe? Parce que moi, j'ai pu avoir ce problème-là à une Mm, époque, où effectivement, même quand tu as réussi à acquérir un 1er client, c'est tes chouchous, tu as une relation d'1 an, c'est pas rien, mm, et tout d'un coup, en fait, tu dois dire au revoir. Comment tu réussis toi maintenir, le fait à faire accepter un petit peu, aux AE que voilà, il faut faire de la passation et que même si tu as une très bonne relation, en mm. fait, la relation va se finir. Ouais. En fait, nous, la chance qu'on a quand même, c'est que sur la partie acquisition, on a quand même une bonne traction. OK. L'AE, en réalité, il va travailler toute la partie upsell et toute la partie ouais, upsell, cross-sell, mais l'acquisition prend une grande partie de son temps. Euh, et donc sur la partie relation, on le fait, mais en avance de phase, on commence déjà à travailler avec les CSM et les AM. OK. On Tu as essaye de pas le temps trouver d'avoir des... une relation hyper bien approfondie qui fait qu'en C'est fait ça, le l'interlocuteur il est perdu, c'est il se ça, dit, c'est ça. «OK, j'aimais bien parler avec cette personne». Non, en fait, ça se fait un peu naturellement. OK. C'est ça, c'est ça. Il y a peut-être une particularité sur les comptes, enfin sur l'équipe mid-market, sur les comptes importants, où on sait que la relation elle peut durer beaucoup plus de temps, etc. Les sujets d'upsell, de cross-sell, ça prend souvent plus de temps. Il y a des enjeux différents. Là, l'AE va pouvoir travailler pouvoir travailler le compte plus longtemps sur la durée. Et il y a quelques petites exceptions comme ça. OK. Très bien. Du coup, en tout cas, on a vu, la stratégie que tu as mis en place ou que vous avez mis en place sur la partie upmarket, la stratégie que vous avez mis en place sur la partie churn. Maintenant, j'aimerais qu'on parle évidemment de management parce qu'effectivement pour que ces 2 sujets, soient extrêmement bien Mm, traités, il faut qu'il y ait, les équipes et surtout qu'elles soient, bien leadées. Tu as récupéré, comme je disais, des équipes, que tu as pas formées, ouais. sur des segments, très différents, avec des enjeux, notamment dans une période de crise où on ne peut pas se permettre de perdre des clients, donc voilà, Mm, donc vous avez mis en place ça. Comment on fait, quand on attaque un nouveau périmètre, pour justement être, dans une logique où, hem, voilà ce que je vais garder, voilà ce que je vais changer, voilà ce que je vais complètement mm, casser. Comment tu fais pour, faire un 1er diagnostic rapide? Parce qu'en fait, tu as pas non plus, extrêmement beaucoup de temps. Comment ça s'est mm. passé? Effectivement, j'avais pas beaucoup de temps. Effectivement, moi la chance que j'avais, c'est que je m'entendais très bien et je m'entends toujours très bien avec les managers qui géraient ces équipes-là OK, initialement. Eux aussi ont évolué vers d'autres fonctions et, et on était très proches et je connaissais leur fonctionnement. J'avais déjà une vision sur les différents AE, leurs forces, leurs faiblesses, qu'est-ce qui les drivait. J'avais déjà toutes ces informations-là. Donc en OK. fait, ça m'a permis de gagner énormément de temps. Ensuite, je me suis quand même beaucoup appuyé sur. Moi, j'ai des team leads dans les différentes équipes. Je me suis beaucoup appuyé sur eux. Eux, ils étaient beaucoup plus proches du terrain que moi. Ils avaient une relation assez forte avec les différents AE. Et moi, l'objectif, c'était pas de casser cette relation. C'était plutôt de m'appuyer sur cette relation pour essayer de trouver le meilleur système possible. Euh, donc il y a eu ce deuxième point. Et après, ouais, comme tu disais, il y a eu aussi un gros travail de diagnostic euh, via des entretiens individuels, via l'analyse des KPI pour voir ce qu'on pouvait améliorer très rapidement dans l'équipe, avoir un plan d'action sur le premier mois, les 3 premiers mois, etc. pour voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer la performance de chacun. Bah, en fait, justement, on n'en parle jamais ça, en fait. Quand une Mm. personne prend une équipe et c'est pas, si anodin que ça, il y a plein de Ouais, C-level exactement. qui prennent des nouvelles équipes, plein de head of sales qui prennent des équipes et parce qu'on a un peu dans la tête, notamment peut-être à tort quand on parle de start-up, en fait, effectivement, parce que quand on parle de start-up, généralement, on a le premier commercial qui monte ses équipes, mais quand on a une boîte qui est déjà bien lancée, on a, quelqu'un qui a une autre expérience, une autre pratique ou bien qui était dans la boîte, mais qui va avoir un nouveau périmètre. C'est quoi les questions que tu poses, lors d'un entretien avec les équipes? Qu'est-ce que tu essaies de chercher, à savoir? Moi, j'aime bien comprendre déjà ce qui les drive. Qu'est-ce qui les OK. drive dans leur quotidien? Est-ce que ce qui les drive,
un besoin de reconnaissance? Est-ce que ce qui les drive, c'est un besoin de sécurité? Est-ce que ce qui les drive, c'est l'argent? Est-ce que c'est besoin d'accomplissement? Enfin voilà, pour moi, c'est hyper important de comprendre un peu ce qui les drive, parce que ça va me permettre aussi de m'adapter. L'idée, c'est pas d'avoir le même management avec tout le monde, c'est de tirer le maximum de chacun, et donc c'est de pouvoir s'adapter. Euh, Après, j'aime bien aussi voir des choses assez classiques, mais pour eux, ce qui a bien marché, ce qui pourrait améliorer eux dans leur travail au quotidien, ce qu'on pourrait améliorer également dans l'organisation, dans l'équipe, etc. Euh, quels quels besoins ils ont, c'est-à-dire des besoins de formation, là, où ils se sentent plutôt en confiance, sur quel sujet ils se sentent en confiance, sur quel sujet ils ont besoin de s'améliorer, ils ont besoin d'un support, soit de moi, soit du team lead. Voilà, j'essaie d'avoir une vision assez globale de la personne sur ses performances, sur ce qui la drive, pourquoi elle se lève, pourquoi elle vient au travail, quelle est l'image qu'elle a de l'entreprise, quelle est l'image qu'elle pense que les gens ont d'elle dans l'entreprise, où elle veut aller, etc. Pour moi, c'est hyper important. C'est ce que je cherche à avoir dès le début. OK, et tu as parlé tout à l'heure du KPI. C'est quoi pour toi, en fait, les KPI, notamment dans le contexte actuel? Ouais. Je sais pas si toi alors tu disais qu'on a beaucoup de chance chez Ringover, donc peut-être que tu fais partie de ces boîtes qui, ne voient pas qu'il y a une période un peu tendue et difficile pour les On commerciaux, le mais voit, on le voit. d'accord. Mais, du coup, justement, dans une période comme ça, à quoi tu vas faire attention? Parce qu'on peut dire effectivement que tous les KPI nous intéressent, mais, toi, aujourd'hui, dans un contexte comme celui-ci, qu'est-ce que tu vas regarder, en fait, en priorité? Mm. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de KPI. On va regarder ce qui va être important pour nous. Il y a plusieurs choses. Nous, on a la chance quand même de faire de la croissance. On recrute. On n'est pas fortement impacté par le contexte actuel. Ouais. Donc forcément, on va pas. Enfin, il y a des choses qu'on va moins regarder que d'autres entreprises qui sont plus Par en exemple, le difficulté. churn, vous allez regarder le churn, mais pas quotidiennement, quoi, on va en gros. En réalité, ça, c'est quand même un domaine qu'on regarde. OK, OK, C'est quand même un d'accord. sujet qu'on regarde. OK. C'est quand même un sujet qu'on regarde parce qu'on sait que c'est essentiel dans une entreprise. On Surtout sait dans que le ça peut SaaS, avoir effectivement, ouais, ouais, exactement, ouais. on sait que ça peut Mmh. avoir des conséquences importantes si c'est pas maîtrisé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on regarde, mais ça c'est plutôt quelque chose. On va pas le regarder au niveau personne, mais on va plutôt le regarder au niveau global. Global, C'est ouais. pas des discussions forcément que j'ai avec les équipes, avec les AE. Ça c'est plutôt avec la direction ou autre, ou les autres services, le care, etc. Euh, Nous, à la base, on est une équipe. Enfin, 80% de mes équipes, c'est des équipes outbound. Donc, il y a tous les sujets d'activité, de productivité. Tous les, les nombres de rendez-vous, le nombre de démos prises dans la journée, le nombre de calls connectés, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. On vend un outil. La chance qu'on a, c'est que on vend un outil qui permet également de mesurer tout ça. On l'utilise au quotidien. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller Ouais. traquer toutes ces informations. Euh, Déjà, il y a toute cette partie-là. Après, il y a toute la partie également, ce qui est aussi important, tout ce qui est lié à la formation, à la connaissance du produit, connaissance du marché. On a des LMS, on a une équipe formation ici qui est assez importante et on va traquer un peu ces informations puisqu'on sait qu'en fait, c'est une des clés du succès. Un bon sales, c'est aussi un sales qui connaît son produit, qui connaît son écosystème, qui connaît l'environnement, qui connaît la concurrence. Sans ça, c'est compliqué de performer sur la durée. Euh, OK. Donc la Ensuite, partie rendez-vous et cetera, là, sur la partie closing, en fait, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes quoi? Plus le taux de conversion, plus le passage d'un stage à un autre, ouais, on va regarder les taux de conversion et les taux de conversion entre les différentes étapes. Ça, c'est important pour nous. Ça nous permet aussi euh, d'avoir une visibilité sur là où qu'est-ce qu'il faut aller travailler, quelle étape il faut aller travailler, etc. Donc c'est important pour nous. Euh, sur la partie closing également, ce qu'on va regarder, effectivement, c'est parce que il peut y avoir des sales qui ont des taux de conversion assez importants.
enfin qui close beaucoup. Mais après, faut regarder aussi les conditions. Comment il a closé, quelles sont les conditions de ce closing, etc. Faut voir s'il y a une vraie logique dans tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on va aller traquer également. Ok, donc vraiment une dimension quantitative, mais aussi beaucoup qualitative, hein, Qualitatif. de ce que j'entends, Mm. etc. Ok, très bien. Du coup, toi, aujourd'hui, si tu devrais donner un conseil en fait à des directeurs commerciaux sur, ok, Mm. on doit upmarket, on doit avoir une vigilance particulière sur la partie churn, c'est quoi le profil idéal que tu devrais, que tu lui recommanderais de recruter? C'est quoi maintenant aujourd'hui tes critères de recrutement? Ils ont probablement changé en fait là actuellement avec ton contexte actuel. Euh, ouais, il a changé. Effectivement, il a changé. Bon, on garde quand même une équipe small business. Donc, Ouais. sur ces sujets-là, forcément, on évolue, mais il n'y a pas de grand changement. Mais ça va plutôt être lié forcément à l'expérience. L'expérience que la personne a par rapport aux cibles mid-market, enterprise, etc. C'est important parce que il y a derrière le mot expérience, il y a aussi toute la maîtrise du cycle de vente, la stratégie à mener sur un grand compte qui est différente d'un compte small business, le mapping de compte, etc., le travail sur les outils, etc. Donc ça c'est hyper important. Après, il y a aussi la posture commerciale qui est importante. Et ça va être lié aussi, je pense, à sa maîtrise des ventes plus complexes, ventes consultatives, etc. C'est pas forcément des choses, enfin c'est des choses que tu peux Et est-ce que tu détecter pendant. as un profil type? Est-ce que tu vois que c'est des profils vraiment diamétralement, opposé au profil, small business ou pas tant que ça, en fait? Je sais pas, vraiment, moi, je sais que je recrutais pas mal de profils, qui venaient du monde du conseil, Ouais, sur cette partie sales, mais parfois, en fait, quand il fallait être un peu agressif commercialement, c'était pas forcément les meilleurs profils et on sait que ouais. même quand tu fais de l'enterprise, du mid-market, il y a une partie du cycle de vente où il faut quand même une certaine agressivité commerciale, autrement, ça peut Bah ronronner, hein, enfin voilà. pour moi sur ce sujet-là, moi je trouve qu'il n'y a pas de profil type. Je trouve qu'il n'y a OK. pas de profil type parce que que ça soit chez Ringover ou dans mes précédentes expériences, en fait, des sales qui performaient, pour moi, il y avait pas de profil type, tu vois. Il y a forcément, il y a des choses en commun, des choses qu'ils maîtrisent, mais en tout cas sur la personnalité, sur la vision du business, etc. Pour moi, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil OK. type sur ce Donc sujet. en fait, toi, tu es sujet en fait de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas dire, là, par exemple, si là, tu dois recruter, tu te dis: «OK, lui, aujourd'hui dans mon contexte, je le prends». C'est son expérience, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, allez, moins lisible tout de suite, plutôt que tu peux sentir dans le recrutement où tu vas dire: «OK, ça, il m'a montré ça, ça me donne confiance en fait pour lui donner une chance». Ouais. Euh, après, il y a des choses qui sont hyper subjectives, tu vois. Bon, après, ça peut paraître un peu bullshit, mais tu sais, c'est un peu l'énergie de la personne. Euh, il y a des, je trouve que, enfin, souvent on dit que dans les entretiens, effectivement, enfin, surtout maintenant avec tous les outils qu'on a, etc. Forcément, faut être factuel. Il y a des grilles de compétences à, euh, à, à compléter, Ouais. etc. On le fait, mais il y a toujours une part de subjectivité. Il y a toujours une part de subjectivité et je pense que c'est beaucoup lié à l'énergie que la personne dégage. Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux expliquer entre guillemets. C'est un peu compliqué. Tu vois, moi, ça m'est arrivé comme tout le monde de me tromper, tu vois, sur des recrutements, des gens qui avaient 100% le profil, qui venaient de la concurrence, qui connaissaient le marché. Ils arrivent chez nous, bah en fait. Son énergie ne colle pas avec l'état d'esprit de la boîte. Et en fait, ça va pas Mmh. marcher. Malgré que ça Mmh. soit potentiellement un bon sales, tu vois. Il y a aussi Mmh. ça à prendre en compte. C'est aussi la culture de la boîte. Est-ce que la personne va coller avec la culture de la boîte? Est-ce qu'elle va coller avec ouais, les particularités de l'entreprise, avec l'équipe, avec moi, mon style de management, avec le style de management des team leads, etc. Et ça, c'est des sujets qui, pour moi, dépassent un peu le domaine des compétences commerciales. OK, très intéressant et j'aimerais te poser une question sur,
généralement, quand on est head of sales, là, en fait, surtout, sur ton périmètre, tu dois toujours, en fait, tenir les résultats. C'est Oui, ton rôle numéro un, mais tout en construisant aussi également des changements qui vont pouvoir donner, en fait, des, qui vont porter leurs fruits dans le futur, effectivement, et toujours être dans cette construction court terme et construction long terme. Toi, aujourd'hui, comment tu fais, en fait, pour, faire cette gymnastique-là? Donc déjà, tu as des team leads sur lesquels tu peux te reposer, mais typiquement, quand on a, une équipe comme la tienne, à quoi ressemble ta semaine? Parce que bon, j'ai essayé de te contacter plusieurs fois, c'est compliqué, donc je sais que tu es extrêmement, occupé, et du coup, est-ce que tu continues à mettre ton nez dans les calls? Je dis ouais, pas ça par hasard, c'est parce qu'en fait, je vois qu'il y a un retour de bâton un peu, sur le management, où je vois de plus en plus de managers, ouais, revenir sur le terrain. Donc du coup, en fait, c'est comment tu t'opères? ouais. Déjà, il y a pas mal de rituels, tu vois, tous les one-to-one, les weekly avec les équipes, etc. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Mais c'est vrai que moi, ma philosophie, je dis pas que c'est la meilleure manière de faire, mais c'est pas trop dans mon état d'esprit, le head of sales, le manager, tout en haut, qui dirige tout, qui est pas du tout opérationnel. Moi, je fais beaucoup de rendez-vous clients, parce que j'aime ça, parce que je pense que j'apporte une valeur ajoutée lors de ces rendez-vous. Et je trouve que c'est important aussi que les équipes sentent que qu'ils sont soutenus par leur manager, que quand ils ont besoin, il est là, qui peut être aussi un peu game changer sur un rendez-vous. Je trouve que même en termes de, Et ça qui te sait permet closer, en d'emmener. fait, qui Ouais, sait c'est ça. closer, Et ça, tout simplement, ouais. exactement, ça te permet Ouais. d'emmener les équipes aussi, tu vois. Ouais. Ça te Mmh. permet d'emmener les équipes. Euh, donc ça, c'est important. Après, j'ai pas mal de points également avec les différents services, parce que on est une boîte structurée, mais on est une scale-up, on avance, on veut faire encore plus de croissance, donc on teste pas mal de choses. Et ça, en fait, on travaille moi, je travaille avec plein d'équipes pour essayer de tester des choses, pour voir comment on peut craquer différents sujets. Et après, il y a aussi tous les sujets un peu de vision avec la direction. Euh, quelle est la vision de la boîte? Qu'est-ce qu'on veut faire dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, etc. Ça aussi, j'ai des points aussi avec la direction sur ces sujets. Donc voilà, mais le gros de mon travail, en réalité, j'ai quand même beaucoup de travail opérationnel avec les équipes, les rendez-vous, les one-to-one. Euh, j'ai envie de les aider à grandir, tu vois. On leur propose des plans de carrière également. L'idée, c'est aussi de les faire grandir. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et comment tu fais? Parce que j'imagine que tes one-to-one, tu les fais principalement avec tes team leads. Une des problématiques que peuvent avoir souvent, les head of sales, c'est d'avoir un niveau d'information Ouais, suffisant, sans bypasser ses team leads. Hem, Comment toi tu t'y prends, justement, ça fait 7 mois, ouais, eux les connaissent, leur équipe. Comment tu arrives en fait à essayer de c'est ce qui est le plus difficile, hein, c'est de savoir ce qui se passe sur le terrain sans y être parfois, ouais. en tout cas, d'avoir cette Mm, proximité avec certains commerciales. Qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir, en fait, avoir un peu cette visibilité? mm. Déjà, je garde des one-to-one avec les équipes. Déjà, Ah Euh, d'accord, OK. j'en ai quelques-uns. Il y a des personnes que je garde en direct. Ah Euh, OK. et en plus de ça, pour toutes les personnes qui sont sous les team leads, euh, une fois par mois, on fait un one-to-one, et on échange en fait sur différents sujets. Euh, OK. ap- Après, j'ai aussi une grande confiance en mes team leads. Euh, je sais qu'ils vont me remonter les informations. On fait des points réguliers. Et l'idée, t'as raison, en fait, faut pas que je les bypass. Mais je pense qu'ils ont compris que mon objectif, c'est de les faire grandir, et je leur laisse de l'espace, tu vois. Je leur laisse Mmh. de l'espace pour prendre des décisions, etc. Donc, je pense que la confiance, elle est mutuelle, et ça me permet de m'assurer également que les informations sont remontées, il y ait pas de friction, tu vois, dans la transmission des informations. Il n'y ait pas de peur également. Donc, sur ce sujet, franchement, ça marche plutôt bien. OK, et donc si tu devais résumer un apprentissage que tu as appris là que tu as eu, pardon, sur le management ces derniers mois, c'est quoi? Euh, c'est une conviction que j'avais, mais je l'ai encore plus. C'est que pour moi, enfin, on va dire l'un des rôles les plus importants d'un manager,
c'est de faire grandir ses équipes. Et en fait, si tu comprends pas ça, si tu es uniquement dans un management descendant et que tu fais le grand chef, à un moment ou à un autre, en fait, ça marchera pas. Tout le monde a de l'ambition. Ton rôle aussi, c'est de les faire grandir, et des fois, c'est ton rôle aussi, c'est de t'écarter pour les laisser grandir et les laisser partir dans d'autres services, ou même prendre des responsabilités que toi t'as pas. Voilà. Hyper important parce que c'est un sujet qui est parfois pas évident pour l'aide of sales qui peut Mm. parfois prendre trop de place. Et en fait, du coup, j'aimerais bien qu'on conclue cet épisode-là avec un peu ta grille de lecture. J'aime bien faire ça, en fait, à Ouais. chaque fois de la situation actuelle. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à la communauté sales dans un contexte où c'est pas forcément évident, Ouais. il faut s'accrocher, etc. C'est quoi pour toi ta boussole actuellement, qui te permet en fait de garder le cap? Euh, c'est question hyper intéressante mais complexe. Euh, Déjà, moi je pense que euh, aujourd'hui, au vu du contexte, on sait que c'est compliqué dans beaucoup d'entreprises, que ça soit un sales, un manager, head of sales, etc. Euh, je pense que une des choses hyper importantes, c'est de croire en la vision de ton entreprise. Si tu vas dans une entreprise, entre guillemets, pour des mauvaises raisons, moi ça m'est déjà arrivé, parce que euh, le salaire est bon, bien sûr Il y le a un bon salaire c'est package. important, Ouais, non, il y a ouais, un bon complètement. package, mais tu sais que l'état d'esprit de l'entreprise, etc., te correspond pas. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose, et même pour ton épanouissement personnel, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, surtout dans le contexte actuel. Dans le contexte Hyper actuel intéressant. où Il faut se bah, battre, faut se battre, faut se battre effectivement, tous les faut se jours, là. battre. On est de plus en plus challengé. Mmh. Les gens sont de plus en plus exigeants. Donc en fait, si tu te sens pas bien, si t'es pas en accord avec la vision de la boîte, si t'es pas en accord avec tes fondateurs, t'es pas en accord avec ce que l'entreprise veut faire, ça va pas le faire. Enfin, Mmh. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bah, écoute, c'est un très, très bon conseil parce qu'effectivement, de savoir pourquoi on est à l'endroit et quel produit on vend et Exact. dans quel environnement on est pour, bah, justement passer un peu, supporter un petit peu le contexte qu'on a et jusqu'à qu'on Mm. espère qu'il s'améliore pour nous tous. Bah, écoute, en tout cas, Diala, merci beaucoup, pour tous tes Merci à partages. toi. Et écoute, je pense qu'on peut te retrouver, sur LinkedIn, Bien sûr. si on veut te contacter. Donc voilà, merci beaucoup et merci à vous d'avoir, écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à contacter Diala et aussi également à vous abonner, au podcast pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Au revoir.